Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo consacrée aux propriétés des triangles. Dans la première vidéo, nous avons vu qu'il y avait au moins trois relations entre les six paramètres d'un triangle, c'est-à-dire ses trois côtés et ses trois angles. Nous avons même vu qu'une de ces relations ne faisait intervenir que les angles. Donc il y a une relation entre les trois angles d'un triangle. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu que cette relation est que la somme des trois angles fait 180 degrés. Nous avons trouvé cette formule avec une approche à la physicienne, c'est-à-dire que nous avons dessiné des triangles, regardé, mesuré leur angle, et puis expérimentalement, comme ça, découvert que la somme des angles fait 180 degrés. Mais ce n'est pas une démonstration vraiment rigoureuse dans le sens qu'on ne sait pas si cette somme des angles fait exactement 180. Elle pourrait faire aussi 180,0001 degrés. Finalement, il y avait dans nos mesures, il y avait une imprécision de mesure. Et puis deuxièmement, on n'est pas sûr que c'est vrai pour tous les triangles. On l'a prouvé pour les triangles qu'on a étudiés, mais c'est toujours possible que survienne un triangle pour lequel la somme ne fait pas 180 degrés. Donc ça, c'est les limitations de ces démonstrations à la physicienne. Et ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est une démonstration à la mathématicienne, c'est-à-dire vraiment démontrer avec une précision infinie et pour tous les triangles qui existent que cette formule est valable. Et ça, c'est ce qu'on fera à la prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, j'aimerais m'arrêter un instant sur la formule que nous avons trouvée et voir ce qu'elle évoque. Donc la somme des angles égale 180 degrés. Et j'aimerais l'écrire sous cette forme un tout petit peu plus générale. Euh, Ici, la somme des angles, donc alpha 1, alpha 2, alpha 3, c'est les trois angles. La somme des angles est égale à une certaine constante, C. Et vous voyez que si cette formule-là est vraie, vous pouvez montrer que le C doit forcément être 180 degrés. Euh, je vous laisse peut-être réfléchir là-dessus, essayer de démontrer que ça doit être 180 degrés, mais sans sortir un rapporteur pour mesurer des angles, puisqu'on essaye d'éloigner de cette approche à la physicienne pour aller plus vers une approche à la mathématicienne. Donc, ne sortez pas de rapporteur pour mesurer des angles. Alors, je vous laisse réfléchir et à tout à l'heure. Alors, il y a effectivement une façon simple de voir que si cette formule ici, elle est correcte, alors la constante C doit être 180 degrés. Euh, il suffit de considérer par exemple ce triangle ici. Alors on pourrait mesurer ces angles et voir que ça fait 180 degrés. Euh, mais on essaie de ne plus procéder comme ça à la physicienne à cause des erreurs de mesure. Euh, et ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'approcher d'un triangle où on voit sans mesurer quels sont les angles et donc quelle est la somme des angles. Et l'idée ici, c'est donc, vous avez ce triangle avec un sommet qui est vers mes doigts et les deux autres sont ici vers mes coudes. Et je vais considérer une famille de triangles en écartant les coudes. Donc voici un autre triangle et un autre triangle. Et vous voyez, chaque fois que j'écarte les coudes, l'angle vers les doigts devient plus grand. Et puis l'angle ici vers les coudes devient plus petit. Donc je continue. Et chaque fois, l'angle vers les doigts est plus grand et les coudes plus petits. À la limite, si je descends complètement de sorte que le triangle devienne dégénéré, c'est-à-dire qu'on voit vraiment plus vraiment un triangle puisque les trois sommets ici et mes deux coudes sont sur la même ligne. Mais quand je m'en approche, l'angle ici vers mes doigts s'approche de 180 degrés, c'est-à-dire s'approche de l'angle plat, alors que l'angle vers mes coudes s'approche de zéro. Et à la limite,
on peut dire qu'il y a 180 degrés vers mes doigts et 0 vers mes coudes. Donc 0 plus 180 degrés, ça fait une somme de 180 degrés. Donc ce triangle dégénéré, par la façon dont on s'en approche, si on avait réfléchi en dessinant directement le triangle dégénéré, on aurait eu de la peine à dire quels sont ces angles. Mais en s'en approchant comme ça, on voit que ce triangle-là, il doit avoir une somme des angles qui est 180 degrés. Donc si on a une formule telle que celle-ci, où la somme des angles fait une certaine constante, alors cette constante doit être, si cette formule est correcte, la constante doit être 180 degrés. Donc maintenant, je vais me concentrer sur cette formule ici. Et ce que je vous propose, c'est de contempler cette formule, de la regarder et de voir ce que ça évoque pour vous, à quoi ça vous fait penser. Pensez peut-être aussi au processus pour la trouver, ou simplement à cette formule elle-même. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je vous laisse réfléchir un instant sur cette question. Alors, ce qui me frappe dans cette formule, c'est qu'elle est extrêmement simple. C'est-à-dire, elle fait intervenir les trois angles, alpha 1, alpha 2, alpha 3. C'est une relation entre ces trois angles. Et elle est extrêmement simple. Ce serait en fait difficile d'imaginer une formule plus simple qui fasse intervenir ces trois angles. On pourrait imaginer de multiplier ces angles au lieu de les additionner. Par exemple, cette formule ici, on multiplie les angles au lieu de les additionner. Mais une telle formule, on voit immédiatement qu'elle ne peut pas être juste. Alors je vous laisse réfléchir un instant pour voir pourquoi cette formule ne peut pas être juste. Alors cette formule ne peut pas être juste parce que si le produit des angles fait une certaine constante C qui est le même pour tous les triangles, alors dans le cas d'un triangle dégénéré, vous voyez que c'est la deuxième fois que je recours à ces triangles dégénérés, donc où un des angles est au moins nul, le C doit faire 0. Et si c'est le même C pour tous les triangles, ça veut dire que pour tous les triangles, le produit doit être nul. Et ça veut dire que l'un des angles doit forcément être nul, parce que si les trois angles sont différents de 0, C ne va pas être nul. Si je multiplie trois nombres différents de 0, ça me donne un chiffre différent de 0. Donc cette formule me conduit à conclure que tous les triangles sont dégénérés, et ça on sait que c'est pas vrai. Donc cette formule est fausse. Donc, vous voyez qu'on voit assez rapidement que cette formule est fausse. Et dans cette vidéo, on va raisonner comme ça, c'est-à-dire qu'on va faire en fond de l'algèbre, on va réfléchir sur les formules, regarder les propriétés des formules, et plus essayer de dessiner des triangles. Donc dans un sens, on va plus faire de la géométrie, mais de l'algèbre. Alors maintenant, je vais essayer de proposer une autre formule. Elle va être plus compliquée que simplement la somme des angles, parce que la seule qui était aussi simple, c'était le produit des angles, mais ça, on a vu qu'elle était fausse. Donc elle est un peu plus compliquée. Vous voyez, j'ai repris la même formule, qu'avant, sauf que j'ai ajouté un facteur 2 pour l'angle alpha. Donc c'est plus la somme des angles qui est égale à une certaine constante, c'est 2 fois alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 qui est égal à une certaine constante. Alors, je vous laisse réfléchir sur cette formule et essayer de voir pourquoi, en fait, elle ne peut pas être juste. Bon, le problème avec cette formule, c'est qu'elle traite alpha 1 différemment de alpha 2 et alpha 3, alors que les angles alpha 1 et alpha 3 sont nommés de façon arbitraire. C'est-à-dire que si vous prenez un triangle et que vous le donnez à deux personnes, où il y a juste le triangle sans nom indiqué dessus,
il n'y a pas de raison que les deux personnes vont donner le même nom alpha 1 au même angle. Donc vous ne pouvez pas avoir une formule comme celle-ci qui traite différemment alpha 1 alors que l'angle qui a été nommé alpha 1, c'est complètement arbitraire quel est l'angle qui est nommé alpha 1. Peut-être qu'en corrigeant un petit peu la situation, on pourrait répondre à cette objection. Je vous laisse réfléchir là-dessus pendant un instant. Alors oui, il suffirait de donner une information sur comment choisir le alpha 1, de façon que si deux personnes différentes regardent le même triangle, ils donnent le nom alpha 1 au même angle. Alors on pourrait dire par exemple, voilà, là c'est la même formule, mais je vais juste rajouter l'information que alpha 1 c'est l'angle le plus grand. À ce moment-là, deux personnes différentes vont dire bon ben l'angle le plus grand je le double dans la formule et puis après j'additionne les deux autres angles et ça la formule me dit que ça fait toujours la même constante C. Donc ça c'est déjà un peu plus difficile à rejeter d'emblée comme formule. Il y a quand même un petit problème et je vous laisse réfléchir là-dessus un instant. Le problème avec cette formule, c'est que pour le cas où il y a deux angles qui sont ex aequo les plus grands, les angles les plus grands sont, il y en a deux ex aequo. Alors là, c'est plus très clair ce que dit cette formule parce qu'il n'y a plus un seul maximum, il y en a deux. Alors, s'il faut interpréter ce cas-là en disant il n'y a plus de maximum, donc il n'y a personne qui a le facteur 2, il n'y a aucun angle qui aura ce facteur 2. Il faut enlever le facteur 2 dans la formule au cas où il y a deux angles, les deux angles les plus grands il y en a deux ex aequo. À ce moment-là, il y a une discontinuité assez importante dans le sens que si alpha 1 est un tout petit peu plus grand que alpha 2, alors il a son facteur 2. Même s'il est très peu différent, mais juste un tout petit peu plus grand que alpha 2. Et quand il devient exactement égal à alpha 2, tout d'un coup il perdrait son facteur 2. Alors ça serait quand même étrange. Disons, intuitivement, ça a l'air un peu bizarre. L'autre possibilité, c'est de dire, bon, ben, puisqu'on a deux maximums, on leur donne à tous les deux le facteur 2. Mais ça veut dire que le coefficient, l'angle alpha 2 qui n'aurait pas de coefficient 2 lorsqu'il est un tout petit peu plus petit que alpha 1, tout d'un coup il aurait un coefficient 2 quand il est égal à alpha 1. Là, à nouveau, la formule elle changerait brutalement de forme pour une toute petite modification de alpha 2. Intuitivement, c'est étrange. Bon, une autre possibilité d'interpréter cette formule dans ce cas-là, dans le cas où l'angle maximum, en fait, il y en a deux ex aequo, c'est de dire, bon, ben, on prend n'importe lequel des deux angles au hasard, et puis c'est lui qui aura un facteur 2 et l'autre, il ne l'aura pas. Donc à ce moment-là, c'est pas important qui est choisi par le hasard, puisque de toute façon, ils sont égaux. Donc la formule sera la même. Donc ce serait peut-être une façon de sauver cette formule. C'est quand même une façon qui fait intervenir une prise, un tirage au sort dans un problème qui à la base n'était pas tellement probabiliste. Ça serait une façon peut-être de résoudre le problème, mais a priori pas très élégante, disons. Je vais vous en proposer une autre. Qui est cette formule ici. Alors là, vous voyez que j'ai remplacé le facteur 2 par une parenthèse qui est 1 plus
alpha 1 moins alpha 2. Donc le facteur alpha 1 bénéficiera toujours d'un traitement particulier. Alpha 1 est comme avant, c'est comme avant l'angle plus grand. Il bénéficie d'un traitement particulier. Mais quand alpha 1 se rapproche de alpha 2, ce traitement particulier devient de moins en moins spécial puisque le coefficient tend lui aussi vers 1. Donc voilà, c'est une façon de faire disparaître la discontinuité. Donc on a supposé que le alpha 2 était le deuxième angle, c'est-à-dire qu'il était plus grand ou égal à alpha 3. Et donc alpha 1 est l'angle le plus grand, alpha 2 est le suivant et alpha 3 le dernier. Et donc ça, a priori, ça résout le problème qu'on avait tout à l'heure. Mais il reste un problème. Alors je vous laisse réfléchir un moment pour stopper la vidéo et réfléchir un moment pour voir quel est le problème et quelle est la raison qui pourrait conduire à rejeter d'emblée cette formule. La raison qui conduirait à rejeter cette formule, c'est parce que dans cette parenthèse, il y a 1 auquel on additionne alpha 1 moins alpha 2, donc on additionne des angles. Et 1, le chiffre 1 lui-même, a priori, il n'a pas d'unité. Donc on ne peut pas le faire en fait. On ne peut pas additionner deux choses qui n'ont pas les mêmes unités. Donc ça c'est un argument contre cette formule. Il y a une incohérence, on est en train d'ajouter un chiffre sans unité, ce 1, avec des angles qui ont des unités d'angle. Donc voilà, je vous laisse réfléchir pour voir s'il y a une façon de résoudre ce problème. On pourrait imaginer de résoudre ce problème de cette façon, c'est-à-dire en ajoutant, là j'ai divisé simplement par 1 degré, donc le 1 ne change rien à la formule, mais le degré amène l'unité qui manquait. Quand on divise les angles qui sont en degrés par ce 1 qui a des degrés, les degrés disparaissent et puis donc j'ai un terme là, ce ratio est un terme sans unité que je peux ajouter au 1 qui n'a pas d'unité. Et je vous laisse réfléchir sur la question de savoir pourquoi on peut, enfin quels seraient les arguments pour rejeter cette solution. Alors à tout à l'heure. Alors le problème avec mettre 1 degré, c'est que ça donne vraiment un statut tout à fait particulier à ces 1 degré. Et ces 1 degré, qu'est-ce qu'ils ont de spécial au fond? Donc quand on dit 1 degré, ça veut dire en fait c'est un 360e de tour. Alors évidemment que si on a pris comme mesure d'angle une mesure qui fait 360 pour le tout, quand on prend un 360e, ça fait 1 degré et on a ce 1 qui est là. Mais cette façon de mesurer les angles est tout à fait arbitraire. On aurait pu tout aussi bien dire le tout, un tour complet c'est 100 degrés, on le mesure par 100, et si on fait un demi-tour c'est 50, et un quart de tour ce serait 25 par exemple. Et à ce moment, si on avait pris ça comme unité de mesure des angles, alors un 360e de tour, ça aurait été 100 divisé par 360. Donc un chiffre, pas du tout un chiffre rond comme 1. Donc ça veut dire que cette formule ici avec un 1, elle est très bizarre parce que elle donne un statut particulier à ces 1 degré qui ont ce chiffre 1 seulement pour si on décide de prendre une unité de mesure qui est 360 degrés pour le tour complet
Et ça, c'est une unité de mesure complètement arbitraire. Alors, il y a peut-être des raisons pratiques pour lesquelles on prend plutôt 360 degrés pour un tour complet plutôt que 100. Mais c'est juste des raisons pratiques. Sur le fond, on pourrait tout aussi bien prendre 100. Donc voilà, ça c'est une raison de rejeter. Évidemment, il est possible que par hasard, ce soit justement un 360e de tour. Tout peut arriver dans la vie, mais c'est simplement très improbable. Euh, et ça, c'est un argument qui nous permet de rejeter la formule qu'on a là. Et c'est pas juste pour cette formule-là, mais en fait, c'est un outil que vous pouvez utiliser assez souvent et qu'on réutilisera ici sur cette chaîne, notamment en physique, qui permet de voir tout de suite si une formule est fausse. Alors ça ne marche pas à tous les coups, c'est-à-dire qu'une formule peut parfois être fausse d'une façon qui ne peut pas être repérée de cette manière. Mais très souvent, ça peut être repéré de cette manière. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un vous donne une formule sur un sujet où vous n'y connaissez rien, par exemple, je ne sais pas, la dynamique des fluides, mais qu'il recopie mal la formule, il y a bien des chances qu'avec cette méthode-là, c'est-à-dire vous regardez les unités et puis vous n'acceptez pas que ces problèmes d'unité, s'il y a un problème d'unité, qu'il soit réglé juste en rajoutant un 1 ou en mettant une unité à un 1. Euh, cette approche-là s'appelle d'ailleurs l'analyse dimensionnelle. Si vous êtes intéressé à chercher sur Internet davantage sur cette méthode, l'analyse dimensionnelle. Donc ça vous permet, si on vous donne une formule, très souvent vous arriverez si elle est fausse, à repérer qu'elle est fausse. Ça ne marche pas à tous les coups, mais souvent. Et c'est assez magique dans le sens que c'est sur un sujet que même vous y connaissez rien du tout, tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir la formule. Et puis s'il y a par exemple un V dedans, alors il faut qu'on vous dise de quoi il s'agit. Par exemple, c'est un volume. Ah bon, alors là, vous savez les unités, c'est des unités de volume. S'il y a une pression, un P, une pression, alors vous devez savoir que c'est une pression pour connaître les unités et appliquer cette analyse dimensionnelle. Mais vous n'avez pas besoin de savoir les détails. Si la personne commence à vous expliquer, c'est la pression de ceci sur cela, non. J'ai juste besoin de savoir que c'est une pression, c'est tout. Et à part ça, vous n'avez rien besoin de savoir. Et très souvent, ça vous permet, au cas où il y a une erreur dans la formule, de la découvrir. Et parfois, ça vous donne des indications sur quelle devrait être la bonne formule. Voilà, donc ça, c'était une raison de rejeter cette formule ici. Et maintenant, je vous propose d'essayer de voir une autre façon de quand même sauver cette formule, de façon qu'elle ne puisse pas être rejetée d'emblée comme je viens de le faire. Alors, je vous laisse réfléchir un instant. Alors voilà, une formule possible. Donc ce que j'ai simplement fait, c'est ici, au lieu de diviser par 1, j'ai divisé par oméga. Donc le problème était que le chiffre 1 était un peu trop spécial et dépendait des unités qui elles-mêmes étaient arbitraires. Maintenant, si je mets oméga, ce problème n'est plus là. Donc ça serait une façon de sauver la formule. Et puis voilà, moi juste comme ça, je ne vois plus vraiment, j'ai un peu utilisé mes dernières cartouches, je ne vois plus vraiment de raison a priori, disons, pour écarter d'emblée cette formule. Alors, je ne dis pas qu'elle est juste, en fait, vous savez qu'elle est fausse, mais j'arrive pas à dire d'emblée, sans analyser davantage, à dire d'emblée que cette formule ne peut pas être juste. Alors si vous voyez une façon de dire d'emblée que cette formule ne peut pas être juste, alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment vous y prenez. Mais en tout cas pour l'instant, pour moi, elle n'est pas éliminée d'emblée. Voilà, donc et vous remarquez que comparé par exemple à une formule comme ça, la somme des angles égale 180 degrés, c'est vraiment, vraiment très simple. Donc c'est ça qui est frappant sur cette formule, c'est sa simplicité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo
Et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à démontrer cette formule, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, mais la démontrer à la mathématicienne, c'est-à-dire rigoureusement pour tous les triangles. Ça paraît impossible comme ça de démontrer que quelque chose est vrai pour tous les triangles alors qu'on ne pourra jamais considérer tous les triangles. Et puis avec une précision infinie. Mais c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.